Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Comme la semaine dernière, nous allons réfléchir politiquement, c'est-à-dire en effet de masse et en gestion de population. Ça veut dire que les parcours individuels n'ont aucune espèce d'intérêt. Pour commencer, je voudrais revenir sur ce discours assez simplificateur qu'on entend parfois chez nous qui dit que les Italiens, les Espagnols sont arrivés avant nous, ils ont bien travaillé, ils se sont fondus dans la masse, nous on est arrivés après, mais ils sont mieux intégrés que nous parce que nous les Arabes, les Maghrébins, on est bordéliques, donc on ne s'est pas intégrés. Factuellement, c'est inexact. C'est plutôt le discours de résignation de celui qui essaie de rationaliser son infériorité politique parce que la seule chose qui explique l'écart entre la place des descendants d'Italiens ou d'Espagnols et notre place actuelle dans la société, c'est que nous, non-blancs, nous avons relevé d'un traitement colonial raciste qui perdure et qui nous maintient dans l'infériorité de droit. La logique de ce traitement, c'est l'encadrement colonial. Qu'est-ce que c'est ça, l'encadrement colonial ? Ce sont des politiques qui vont plus ou moins, selon les périodes, encadrer tous les aspects de la vie des indigènes. Alors ça peut être l'habitation, la circulation à l'intérieur du territoire, ça peut être la santé, la famille, la vie du foyer, le travail, la langue, la culture, l'affiliation, l'école, etc. Ça touche tous les aspects. Sauf que ça, ce n'est fait que pour les indigènes. Et l'indigène, il ne relève que de ça. Il ne relève pas des dispositifs de droit commun. Et c'est ça qui, de fait, installe un système à deux vitesses. Mais c'est tellement profondément inscrit dans les pratiques des institutions qu'on ne le voit même plus. Il y a autre chose qui nous empêche de le voir, c'est la ségrégation. Quand on vit séparément, qu'on travaille séparément, qu'on va à l'école séparément, on risque pas d'en prendre conscience de ce système à deux vitesses. Et il y a des blancs qui, aujourd'hui, tomberaient des nues s'ils passaient une journée dans la vie d'un père de famille de quartier. Parce que dans tous les domaines que je viens de lister, ce blanc constaterait un traitement différent de celui dont lui bénéficie. Et ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Il y a des gens qui ont grandi en quartier, qui n'en sont jamais sortis, qui soupçonnent quelque chose, mais qui n'imaginent pas jusqu'où ça va. Et puis, à la faveur d'une crise comme le Covid, ça devient flagrant. On découvre que dans le département du 93, on meurt beaucoup plus du Covid parce qu'il y a 3 fois moins de lits de réanimation, parce que l'accès à la santé est plus difficile, parce qu'il n'y a qu'un CHU dans le département, que les gens sont en bas de la division raciale du travail et dépendent de leur travail, parce que ce travail est mal payé et donc ça fait qu'ils circulent en transport en commun plutôt qu'en voiture, parce que ce travail mal payé dégrade leur santé indirectement, donc ils vont développer plus de pathologies ou seront les premiers en accident du travail, parce que les logements sont inadaptés et insuffisants et conduisent à une suroccupation, que ces logements sont vétustes, parfois insalubres, déclenchant d'autres pathologies, et parce que si le matériel de protection est rare, bien quand on n'a pas trop d'argent, on dépend de l'État pour en obtenir, et que ce n'est pas le 93 qui passera en premier, etc., etc. Une crise agit comme un révélateur et elle met à nu tous les facteurs qui maintiennent la population non blanche dans l'infériorité de droit. Mais ce n'est pas le résultat du hasard ou de la malchance, c'est le résultat du traitement colonial. Comme toujours, pour comprendre ça, on a besoin de faire quelques pas en arrière, sortir de notre quotidien, du présent, pour regarder les choses avec un petit peu de distance et de recul. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un pas en arrière et remonter à 1914. On est en 1914, avant le début de la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu des vagues d'immigration en France. Et ces immigrés sont nombreux à fuir la France quand la guerre débute. Or, il y a besoin de bras pour l'industrie de l'armement et pour l'agriculture. Donc l'État se mobilise déjà en 1914 pour acheminer des travailleurs. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réquisitionner des coloniaux, des Algériens, majoritairement kabyles, des Marocains, des Tunisiens, des Malgaches, des Indochinois razziés, et puis aussi des Chinois. Ces coloniaux et ces Chinois relèvent du service de l'Organisation des travailleurs coloniaux, SOTC. Il a été créé en 1916 et il relève à la fois du ministère de la Guerre et du ministère des Colonies. Globalement, le SOTC s'occupe de tout ce qui concerne les travailleurs coloniaux en France et le ministère des Colonies prend en charge le recrutement.
Ce service SOTC est organisé sur tout le territoire. Quand les coloniaux et les Chinois arrivent, ils sont conduits au dépôt de Marseille. Là, ils subissent une visite médicale, on pourrait presque dire une vérification sanitaire. Ils sont immatriculés et ensuite ils sont dirigés vers des groupements où ils se retrouvent sous l'autorité de commandants régionaux qui sont nécessairement des Blancs. À ce moment-là, on les envoie vers les lieux de travail. Et des contrôleurs militaires de la main-d'œuvre circulent d'usine en groupement et font remonter toute observation au service central. En plus de cette main-d'œuvre réquisitionnée, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Grecs viennent volontairement se faire embaucher dans l'agriculture, dans l'industrie de guerre, dans les ports, etc. Eux dépendent de 2 services. Le service de la main-d'œuvre étrangère et le service de la main-d'œuvre agricole rattaché au ministère du Travail. Vous voyez la différence ? C'est une différence qui est construite. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que les Chinois ne relèvent pas de cette procédure, ils relèvent du service de l'Organisation des travailleurs coloniaux. Dans cette période, les étrangers et les coloniaux vont participer à l'industrie de guerre sur tout le territoire. Ça représente un demi-million d'hommes. Et c'est l'État qui va faire la distinction entre immigrés blancs et immigrés non blancs, qui relèvent, je l'ai dit, de services différents. Chaque race se voit attribuer des aptitudes physiques et psychologiques différentes, ça les destine à des emplois différents, et dans la manière de les loger, les coloniaux sont regroupés pour éviter qu'ils s'assimilent, pour éviter aussi qu'ils se promènent dans les rues de métropole et oublient qu'ils sont des coloniaux. On les réunit aussi par race parce qu'ils auraient un meilleur rendement. Et on les loge dans des baraquements insalubres où on les soumet à une discipline militaire. Si jamais ils quittent le baraquement, c'est considéré comme une désertion. Et à ce moment-là, un colonial ou un Chinois peut passer devant un conseil de guerre pour ça, pas un Italien. Donc on suit toujours la logique hygiéniste de confinement, de ségrégation, avec une surveillance sanitaire élevée et une division raciale du travail. Et évidemment, les unions qui sont admises entre immigrés italiens, espagnols ou autres, et françaises, sont absolument proscrites légalement entre coloniaux et françaises. Donc même la vie intime de ces travailleurs coloniaux est surveillée parce que la moindre union serait une menace contre l'ordre colonial et donc contre la domination masculine qui est associée à cet ordre colonial. D'autant que les hommes blancs nationaux sont allés se faire tuer dans les tranchées, donc la société française est privée de ces hommes. Ça la met dans une situation critique. Donc on voit que l'hostilité, elle est savamment entretenue par l'État. C'est l'État qui construit le travailleur colonial comme un danger particulièrement élevé parce que, comme l'écrit une note de 1918, la question d'identité de race est des plus importantes. Ça, c'est l'État qui l'écrit. Mais le peuple n'est pas en reste. Les ouvriers, eux, détestent les coloniaux et les perçoivent comme des jaunes, des briseurs de grève parce que le statut du colonial fait qu'il n'a pas la possibilité de faire grève. Donc on imagine bien que les entreprises et administrations ont profité de ça. Mais il y a une autre source de tension, c'est que la présence des coloniaux sur le territoire est vue comme une concurrence vis-à-vis des femmes. Ça aussi, c'est documenté. L'hostilité, elle vient aussi de ça. À la fin de la guerre, de nombreux services de l'État seront d'accord pour dire qu'il faut privilégier une main-d'œuvre étrangère blanche à cause des difficultés qu'engendre la présence des coloniaux sur le territoire. Et puis aussi, les Blancs, Polonais, Italiens, Espagnols, Grecs, etc., eux peuvent aider à l'effort démographique nécessaire. Pas les coloniaux. Le métis, c'est au contraire un problème à éviter à tout prix pour l'État. La guerre se termine. Un peu plus tard, en 1923, ce service de gestion des indigènes sur le territoire va devenir service de contrôle et d'assistance aux indigènes. Puis en 1925, service des affaires indigènes nord-africaines. C'est un service qui, à partir de 1925, a encadré toute la vie des Nord-Africains venus travailler en métropole. Tout ce qui concernait les aspects administratifs, sociaux, sanitaires de la vie de ces hommes et des quelques femmes et enfants qui étaient ici, tout ça a été géré par ce service placé sous contrôle de la police. L'historien Elk Biratouf écrit même que, dans une brochure, on lisait que ce service des affaires indigènes nord-africaines est une administration qui doit être, pour ses administrés, leur père et leur mère. On retrouve cette notion de l'indigène comme un enfant, le blanc notre père et sa nation notre mère, la Sainte Trinité. Pour ces indigènes, les allocations chômage, les allocations logement ne relèvent pas des dispositifs généraux de droit commun. Elles relèvent de ce service qui centralise tout ce qui concerne les Algériens. De ce service va émaner la fameuse brigade nord-africaine. Elle est composée de nervis qui surveillent tout. Ils surveillent les garnis, qui étaient l'habitat majoritaire des indigènes. Ils surveillent aussi les débits, les réunions et de tout, ils rendent compte au préfet. Par exemple,
ils dressent la liste des participants à une réunion et ils la transmettent au préfet ou au gouvernement. D'ailleurs, anecdote, je vous parlais la semaine dernière du quartier des Isards à Toulouse. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai organisé une réunion publique contre l'islamophobie au cœur du quartier, dans le cadre d'une campagne nationale de l'antiracisme politique. Le gérant du local prêté pour la réunion m'a appelé en panique le lendemain parce qu'il avait la préfecture sur le dos qui exigeait la liste des participants. Et le type avait la peur dans la voix, on avait dû lui faire comprendre que ça aurait des conséquences. Et comme je ne lui donnais pas pour lui, c'était absolument terrifiant. Parenthèse fermée. Cette brigade nord-africaine a des méthodes sales, brutales. Ainsi, quand les gens sont pris à participer à des réunions de l'étoile anticolonialiste, on leur coupe les allocations chômage et on fait pression sur l'employeur pour qu'il renvoie l'indigène, ce qui permet de l'expulser de métropole. C'est donc pour ça que tous les aspects de la vie de l'indigène sont pris en charge, pour pouvoir exercer une pression sur lui quand il ne répond pas à certaines obligations, comme l'apolitisme. C'est dans ce cadre aussi de ce service des affaires indigènes nord-africaines qu'un hôpital franco-musulman est créé à Bobigny pour les soigner. Il est créé en 1935, donc ça c'est plutôt l'aspect sanitaire. Au nom du principe de ségrégation qu'on a évoqué la semaine dernière, qui est un principe valable ici aussi, puisque pour l'État, l'indigène pose des risques spécifiques et la priorité de l'État est de protéger les Parisiens. Ensuite, c'est aussi le lieu où l'État va former les infirmières à l'exercice du métier dans les colonies. Ce n'est pas la médecine là-bas qui s'exerce, c'est la médecine coloniale. Mais officiellement, c'est présenté comme une prise en charge adaptée aux indigènes. L'architecte est celui de la mosquée de Paris, inaugurée presque 10 ans auparavant. Et il y a un certain entre-soi dans l'établissement qui peut rappeler le pays et qui peut aussi s'avérer rassurant, par exemple aux gens en fin de vie, puisque le premier cimetière musulman est construit à proximité. Mais il ne faut absolument pas s'y tromper, ce n'est pas de l'humanisme. On le sait parce que le directeur de l'hôpital, c'est le fameux directeur des services de renseignement indigène. Donc l'hôpital de Bobigny, il est d'abord utilisé pour canaliser et compléter, voire construire une base de données qui concerne toutes les personnes indésirables ou qui représentent un danger politique contre les intérêts de la France dans le milieu immigré ou dans les colonies. Quant à la brigade nord-africaine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ses membres vont travailler pour la Gestapo, donc cette brigade va être dissolue à la Libération. Mais l'encadrement de tous les aspects de la vie des immigrés ne disparaîtra pas, ce sera simplement transféré au ministère de l'Intérieur. 1939, c'est de nouveau la guerre, cette fois est créé le service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale, le MOI. On reprend la même logique de réquisition que pour 14-18, je ne vais même pas parler des conscrits de force parce que c'est un sujet qui a été largement abordé. Là, on se limite à la main-d'œuvre en temps de guerre. Avec le cas des Indochinois, l'ordre est donné à l'administration coloniale de recruter dans chaque village. Il y a peu de volontaires, évidemment. La règle devient alors la suivante. Chaque famille d'Indochine qui compte au moins 2 hommes en âge de partir, soit entre 18 et 45 ans, doit fournir un de ces hommes à la France, sinon le père de famille est envoyé en prison. De cette manière, 20 000 paysans sont réquisitionnés et expédiés en fond de cale vers la métropole pour servir non pas de soldats, mais d'ouvriers dans les usines d'armement. Après un voyage très éprouvant, ces hommes passent leur première nuit à Marseille, à la prison des Baumettes qui vient tout juste d'être construite. Ensuite, ils sont organisés en 73 compagnies de 250 hommes chacun et on les envoie à travers l'Hexagone dans des établissements qui relèvent de la défense nationale. C'est un travail très dangereux, très toxique, l'armement. C'est pour ça aussi qu'on utilise des indigènes dont la vie ne vaut rien. C'est-à-dire que s'ils meurent dans une explosion, dans leur logique, dans la logique de l'État, il n'y a pas de perte humaine. À la défaite, ils sont censés être rapatriés, mais ils vont rester bloqués en métropole et le MOI va décider de louer cette main-d'œuvre à des entreprises privées. Alors ça peut être des usines de textiles, des industries métallurgiques, des scieries, des exploitations agricoles, mais aussi à des collectivités locales pour des travaux de voirie, d'assèchement de marais, de coupe de bois, etc. Alors l'employeur passe un contrat avec la MOI et lui verse une somme qui correspond au nombre d'ouvriers et de journées travaillées. Et le prix est très avantageux parce que c'est exempté de charges sociales. Eh bien, pendant toutes ces années, la MOI encaisse l'argent sans jamais le redistribuer aux travailleurs indochinois qui sont mal nourris, mal logés, souvent maltraités. Ils reçoivent des indemnités journalières qui représentent 1/10 du salaire de l'ouvrier français de l'époque. Et cette situation concerne toute la moitié sud de la France. On va trouver de très grands camps de travailleurs indochinois à Marseille, Sorgues, Agde, Toulouse, Bergerac, Bordeaux et Vénissieux.
La libération ne change pas grand-chose à leur situation, ce n'est qu'à partir de 1948 que les premiers rapatriements sont organisés. Les derniers ouvriers ne reverront leur pays qu'en 1952, soit après 12 années d'exil forcé. 1 millier d'entre eux vont décider de rester en France. L'un d'entre eux, les Hutto, a raconté son histoire dans Itinéraire d'un petit mandarin. Cette histoire a été exhumée très récemment par le journaliste Pierre Daume et elle est racontée dans quelques ouvrages et films comme par exemple Kong Bin, la longue nuit indochinoise. Et on leur doit à ces hommes par exemple la culture du riz en Camargue. En 1945, ce service de la MOI passe sous tutelle du ministère des Colonies et devient la direction des travailleurs indochinois qui va donc continuer de les encadrer. Donc nous voilà dans l'après-guerre, à cause des besoins en main-d'œuvre, la France va créer plusieurs organismes pour organiser la venue d'immigrés. Elle crée le Haut Comité de la Population et de la Famille, le Secrétariat Général à la Famille et à la Population, elle crée aussi l'ONI, l'Office National d'Immigration, qui est sous tutelle des ministères de l'Intérieur, du Travail et de l'Agriculture, mais les Algériens ne relèvent pas de l'ONI. La France publie aussi 2 ordonnances, l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui définit les conditions d'accès à la nationalité française avec le droit du sol, l'ordonnance du 2 novembre qui définit les conditions d'entrée et de séjour en France et qui dissocie la carte de séjour de la carte de travail. C'est l'État qui encadre et qui organise l'immigration. Il s'occupe de la rédaction des contrats, de l'acheminement des migrants, du contrôle sanitaire. Je rappelle que pour beaucoup de ces hommes, le plus marquant, ça a été le contrôle sanitaire, l'impression d'être traités comme des bestiaux. La situation en France, elle est que dans certaines villes, ce sont des quartiers entiers qui ont été détruits pendant la guerre. Presque 2000 villes ont été touchées par les bombardements. Ce sont des habitations, mais aussi des entreprises, des exploitations, des voies de circulation qui sont démolies. Et ça veut dire qu'il y a besoin de reconstruire les routes, les infrastructures, les bâtiments officiels, etc. Et puis améliorer, parce qu'à l'époque, beaucoup de logements n'ont pas l'eau courante. Donc c'est la reconstruction qui annonce le début des 30 glorieuses. Et elle est impulsée par l'État, pas par les communes. C'est la période où vont se développer les grands ensembles qui ont été initiés dans les années 30. Et si les Français vivent dans des conditions très précaires, ils manquent de logements, les Français musulmans vivent dans des conditions encore plus difficiles. J'évoquais la semaine dernière les Algériens qui sont venus en France massivement dans l'immédiat après-guerre. Ils espéraient pouvoir travailler à la reconstruction du pays. Et ils l'ont fait dès que la loi a légalisé pour eux la liberté de circulation. Leur motivation première, c'est d'échapper aux conditions de vie sous occupation, c'est aussi de profiter de cette liberté nouvelle. On les appelle Français musulmans d'Algérie, parce que la France a été contrainte de reconnaître leur citoyenneté. Et la France, ça ne lui est toujours pas possible de dire français tout court, il faut toujours qu'elle mette une distinction pour rappeler que c'est pas pareil. C'est l'ordonnance du 7 mars 1944 qui abroge les dispositifs d'exception qui frappent les Français musulmans d'Algérie. La France n'a plus le droit d'avoir une loi à 2 vitesses, mais elle cherche d'autres procédés pour maintenir une citoyenneté à 2 vitesses. Et elle est très embêtée, parce que légalement, elle n'a plus la possibilité de les faire dépendre d'un service spécifique ou d'un bureau spécifique, mais dans les faits, dans le traitement policier, dans le traitement social, sanitaire, ce ne sont absolument pas des Français. D'ailleurs, on les appelle les Algériens, les Nord-Africains, avec tout le sous-entendu que ça porte. La population les voit comme inassimilables et antipathiques, c'est-à-dire au moins aussi antipathiques que les Allemands que la population déteste. Pour eux, ça reste une masse indifférenciée de gens dépourvus d'individualité, gouvernés par leurs pulsions et inadaptés à la modernité occidentale. Entre 1945 et 1954, on parle d'une population qui va passer de 22 000 à 210 000. Il y a plus d'Algériens que d'Italiens ou d'Espagnols. Et l'État voit ça d'un très mauvais œil. Parce qu'il y a 25 à 50% de chômage chez les Algériens à cause du racisme et qu'ils ne sont pas éligibles aux allocations parce que les conditions pour en bénéficier les en excluent. Donc certains vont choisir la débrouille évidemment, mais surtout l'État ne sait pas comment gérer cette population avec la pénurie de logements notamment et elle va donc demander à la police de s'en charger. Donc la police a les pleins pouvoirs pour gérer le problème nord-africain. Alors la police va tout tester, elle va tester des dispositifs d'exception, des rafles, des brigades spécialisées dans la criminalité nord-africaine, rien ne fonctionne, puisque la police, elle ne peut pas résoudre un problème social. Pour la France, c'est vraiment l'égalité des droits qui rend la chose compliquée, mais c'est pas faute de chercher des solutions. Ils vont chercher en imaginant par exemple entraver leur circulation, fixer des exigences sanitaires, imposer des autorisations de voyage, lier le séjour à un contrat de travail, mais comme ils veulent attirer des travailleurs, ces conditions-là ne peuvent pas les dissuader de venir. Donc la France cherche,
Mais ce qui l'embête aussi, c'est que exactement à la même période, elle essaie de faire adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations. Déclaration qui d'ailleurs sera adoptée à Paris. Donc l'État ne peut pas se faire attraper à pratiquer une discrimination raciale d'État. Alors ils vont trouver une solution. Ils vont se concentrer sur Paris, où habitent un tiers des Algériens. Et comme les conditions de garde à vue ne sont pas codifiées, ils vont exploiter cette faille et exploiter le délit de vagabondage. Comme les Algériens sont logés dans des conditions assez terribles, les hommes passent leur temps dehors. Alors le délit de vagabondage peut être détourné contre eux. Et ainsi, ils se font ramasser en permanence, passent du temps au poste, parce que ce qui pose un problème aux Parisiens, c'est cette présence des Algériens, avec tous les délires que ça génère chez les femmes en particulier. Et les foyers ont tardé à être construits parce que cette présence était rejetée. Les habitants refusaient la construction d'un foyer pour les loger. Ils voulaient leur disparition. Or, la construction des foyers, elle aurait solutionné en partie le problème. Il faut savoir que les bidonvilles comme celui de Nanterre, par contre, ne posaient aucun problème. Les policiers y intervenaient peu, ils venaient juste déposer les Algériens raflés dans Paris, et tant que c'était loin de la vue des Parisiens, tout allait bien. La ville coloniale blanche propre aseptisée, loin de portée de la ville indigène, l'ordre est respecté. Les rafles systématiques démarrent vraiment dans les années 50, parce que là, la France a besoin d'avoir un fichier des Algériens. C'est la brigade des agressions et violences qui va constituer le fichier, prendre des photos et donc lancer des rafles dans les quartiers indigènes également. Les policiers sont embêtés parce que quand ils arrêtent les Algériens, beaucoup ont un travail et un domicile, donc ils ne peuvent pas les emmener au poste. L'activité politique deviendra un prétexte pour les arrêter, par exemple avant une réunion du MTLD. Mais même parfois, sans réunion, la police rafle, garde au poste toute la nuit alors que c'est illégal. Mais la population fait pression. L'État se débine, la police est coincée. Et déjà là, la délinquance et la criminalité sont des récits inventés pour masquer le traitement raciste. Et à l'époque, il y a une note de la police qui recommande aux policiers de proscrire les termes de type bico, raton. Ils disent l'objectif est de chasser les indésirables, mais on ne doit pas avoir l'air de discriminer. Finalement, la France va lancer une campagne de rapatriement volontaire. Ça vise particulièrement ceux qui ont fait de la prison et les chômeurs. Ils aimeraient rapatrier les détenus, mais il y a suroccupation des prisons en Algérie, donc ce n'est pas possible. La campagne de rapatriement volontaire marchera peu. La police parisienne va obtenir que les Algériens frappés d'une sanction pénale soient aussi interdits de séjour dans les départements où il y a une forte densité musulmane. Certains même étaient interdits de séjour dans toute la métropole. Régulièrement, les rafles et les contrôles des registres d'hôtels permettent à la police d'arrêter certains de ces interdits de séjour, mais ce sont des mesures qui restaient relativement efficaces, mais qui aidaient à présenter les Algériens comme une clientèle de la police, de l'action policière. Et dès les premières répercussions en métropole de la guerre d'Algérie, là, c'est par centaines que les Algériens furent renvoyés en dehors de tout cadre légal. En tout cas, ce qui en fait une catégorie difficile à gérer pour l'État, c'est que l'État voudrait les traiter comme des outsiders, mais ce ne sont pas des étrangers. Donc l'État doit ruser. Quand les Algériens s'engageront dans l'action politique, là, le prétexte sera tout trouvé. Vous vous souvenez, atteinte à la sûreté de l'État, et donc il sera plus facile de les réprimer. Là, on tabasse, on sort les armes, etc. Reste que la raison de cette présence algérienne, c'est d'abord le travail. Et pour les entreprises, les règles imposées pour importer des immigrés sont trop contraignantes. Et certaines entreprises vont tenter d'importer clandestinement des travailleurs et la situation des Algériens représentera une opportunité. C'est là qu'il va y avoir un système de noria, c'est-à-dire un roulement avec des hommes qui viennent et qui repartent en continu, ce qui évite qu'un se sacrifie parce que l'exil reste une expérience difficile. Et ces norias ont concerné des dizaines de milliers d'hommes. Mais dans l'ensemble, les employeurs recourent aux Algériens quand ils n'ont pas d'Italiens, de Polonais ou d'Espagnols. C'est ce qui explique le pourcentage de chômage. Les Kabyles bénéficient d'un traitement particulier à cause du mythe du bon sauvage qui fait que cette région a reçu un traitement à part dans la colonisation algérienne. Le colonisateur a l'habitude de créer des strates entre les dominés pour créer des tensions horizontales. Et le colonisateur a d'ailleurs fait la même chose pour créer la division entre juifs et arabes d'Algérie avec le résultat qu'on sait. Éric Zemmour, ce petit corps bouffi de colère. Mais pour les Algériens, même si les conditions sont raides, venir travailler ici, ça signifiait des salaires plus élevés qu'au pays. Les hommes qui étaient jeunes venaient ici pour envoyer des mandats à la famille ou au village, éventuellement se constituer un pécule pour démarrer la vie ou acheter un commerce ou encore acheter des terres aux petits colons. Et comme en plus, désormais, l'économie au pays était monétaire, il leur fallait accumuler des espèces pour avoir une chance de s'en sortir au pays.
Mais contrairement aux idées reçues, il n'y avait pas que des jeunes. Le traitement colonial n'était pas propre à Paris. Il a existé aussi dans le Lyonnais avec le comité de protection des travailleurs nord-africains. Vous voyez le terme, protection des travailleurs. Il était lié à la préfecture de police et il encadrait et chassait les Algériens dès qu'ils se retrouvaient au chômage. C'est pour ça qu'il est toujours plus juste de parler d'indigènes que de Français musulmans d'Algérie ou de toute autre dénomination ambiguë. Parce que politiquement, le statut de l'Algérien qui vient en métropole, que ce soit en 1930 ou en 1950, il a un statut politique d'indigène, officiellement ou officieusement. Il est un indésirable à cause de sa religion et son ethnie, et il a un statut racial. Il est à l'intérieur de la nation tout en ne pouvant pas faire partie de la nation. C'est le corps d'exception, dont la logique s'étendra d'ailleurs à toutes les populations infériorisées racialement. Au pays, le mouvement indépendantiste a été réprimé de manière sanglante. Des revendications continuent de s'exprimer à Paris, dans les meetings, dans des réunions, mais sont sévèrement réprimées. La fin des années 40, c'est aussi une époque où beaucoup d'Espagnols et de Portugais vont venir travailler en France et l'effet de dynamisme économique des 30 Glorieuses ne se fait pas encore ressentir pour la population. En 1948, il y a une loi sur le contrôle des loyers qui est votée parce que les plus démunis se font escroquer par les propriétaires véreux. Il y a vraiment pénurie de logements. C'est pour ça qu'à cette période, les HLM sont créés pour aider les classes moyennes à se loger. Le bidonville de Nanterre a commencé en 1948. Il deviendra l'un des plus étendus de France. Et c'est aussi à cette période que commencent à se banaliser les grands ensembles d'habitats collectifs qui plaisent beaucoup aux communistes, nombreux à diriger des communes de grosses agglomérations en Île-de-France, parce que ces communes gagnent en population constamment, et puis pour eux, ça s'oppose aussi à l'idée de maison individuelle qui est un idéal petit bourgeois. Et ces logements vont vraiment se développer à partir des années 50. Mais c'est pas du tout pour les coloniaux, qui eux accèdent à un habitat très précaire dans des hôtels miteux, des garnis, des bidonvilles bien sûr, ou de petits appartements où les hommes se regroupent par village quand ils le peuvent, et aussi ils se concentrent dans des quartiers où ils trouvent à se loger et qui ne sont évidemment pas des quartiers aseptisés. La Goutte d'Or au départ, c'était un quartier d'amusement pour les Parisiens. C'est pour ça que ça ne gênait pas que ces indigènes y logent. Mais cette proximité avec des modes de vie interlopes fait que Paris va devenir dans les esprits une ville piège, à cause de sa capacité de déstabiliser des paysans arrivés avec une mentalité de village. La perdition, elle ne sera pas que mentale, pour certains ça deviendra littéralement une disparition. Il va y avoir des mères qui lanceront des recherches dans l'intérêt des familles pour retrouver un fils qui s'est égaré dans Paris, sachant qu'il y a plusieurs types d'égarements. Mouloud Ferraoun a raconté l'histoire des égarés dans le roman Les chemins qui montent, publié en 1957. C'est vraiment le début aussi des ravages de l'individualisme qui a tellement participé de notre destruction. Pour dire à quel point cette période fut dure, souvenons-nous aussi que c'est en 1954 que l'abbé Pierre avait lancé un appel à l'insurrection de la bonté parce que de nombreux sans-abri mouraient dans Paris. Ce fut un hiver extrêmement rude avec des températures de moins 10 degrés. Et avec les dons récoltés, l'abbé Pierre avait créé la Fondation Emmaüs qui créait des communautés pour offrir un toit, un couvert et un travail digne. C'est aussi son action qui a permis la trêve hivernale des expulsions. Finalement, en 1956, la Société nationale des constructions pour les travailleurs algériens est créée, la Sonacotral. Elle avait pour objectif le financement, la construction, l'aménagement de locaux d'habitation destinés aux Français musulmans originaires d'Algérie. C'est l'ancêtre des foyers à Doma. Le capital est détenu par des acteurs publics et il est chargé de construire et gérer un grand nombre d'habitats à vocation sociale. Ça peut être des foyers de travailleurs migrants, des résidences sociales, des pensions de famille, des centres d'hébergement, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des aires d'accueil de gens du voyage aussi. Et le premier foyer Sonacotral est construit à Argenteuil en 1959. C'est donc le principal bailleur de migrants et il est en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur. Donc officiellement, c'est du logement avec un volet social. Mais en réalité, ça mélange des impératifs d'ordre public. Il y a le souci aussi d'en terminer avec les bidonvilles et d'offrir des logements plus dignes pour les immigrés. Mais ce n'est pas que ça. Marc Bernardo, qui a étudié le sujet, affirme « La construction et la gestion de logements foyers de travailleurs immigrés, c'est le résultat d'une politique qui mélange le besoin de connaître une population aux contours flous et le besoin de contrôler politiquement, administrativement et socialement cette population. Parce qu'à défaut de statistiques et d'autres dispositifs, la Sonacotral sert à la fois d'instrument d'infiltration, de comptage et de surveillance des collectivités de travailleurs algériens isolés. C'est pour ça que ça intervient en 1956. 1956, la situation est très tendue et les Algériens, à cause de la liberté de circulation, sont dispatchés partout sur le territoire.
Donc cette idée de la Sonacotra, elle naît dans l'esprit de hauts fonctionnaires de l'intérieur pour répondre à un problème politique. Et ils ouvrent des foyers où ils vont loger des maghrébins de l'industrie automobile, mais ils vont aussi ouvrir des logements HLM, des logis, où là ils placeront les familles blanches, et des cités de transit où ils mettront les familles algériennes. Et les foyers Sonacotra sont gérés par des retraités de l'armée coloniale. Vous voyez la continuité ? 2 ans après, 1958, le FAS est créé. Le FAS, c'est le principal financeur de la Sonacotra. Il est mis en place dans le cadre du plan de Constantine. C'est un plan qui a été mis en place pour contrecarrer le FLN en offrant littéralement la lune. Dans son discours prononcé en 1958 devant la préfecture de Constantine, De Gaulle offre l'accès d'indigènes à la fonction publique, l'alignement des salaires et des revenus sur la métropole, la création de 400 000 emplois industriels, la mise en valeur des hydrocarbures découverts dans le Sahara, la scolarisation en Algérie de tous les enfants en âge d'être scolarisés à l'horizon de 1966. Donc là, on perçoit un tournant, le ton change complètement. On n'est plus dans l'encadrement d'indésirables, on est dans l'accompagnement social des travailleurs musulmans d'Algérie, qui la veille étaient des vagabonds oisifs aux yeux de la société française. En langage un peu familier, chez les jeunes aujourd'hui, ça s'appelle une disquette. Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans d'Algérie, qui deviendra après le FASILD, traitera, écoutez bien, dans la transversalité, le FASILD traitera les domaines qui relèvent du droit commun. Emploi, logement, école, santé, culture, jeunesse, femmes, droits personnels, vie publique, apprentissage de la langue française. Eh bien ça, c'est purement et simplement le tournant où le traitement colonial de contrôle va se muer en accompagnement social des immigrés. En 1962, l'Algérie devient indépendante. La majorité des Européens, dont les Juifs d'Algérie, et les supplétifs fuient et choisissent de venir en France. Pas tous, certains sont restés. Et pour eux, on parle de rapatriement, de retour dans leur patrie. Ils reviennent d'outre-mer. L'État demande toutefois aux musulmans de faire une déclaration de reconnaissance de la nationalité auprès du ministre des Naturalisations. Et en France, la politique d'accueil de ces rapatriés est orientée vers certaines villes et vers les grands ensembles. À Toulouse, c'était le cas. Alors, ils s'attendaient à être accueillis avec chaleur et empathie. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La population les rendait responsables du conflit algérien. Et puis, en plus, elle les percevait comme des blancs indigénisés. C'est-à-dire que par le simple fait d'avoir vécu dans le Sud, alors même qu'ils ont tout fait pour ne pas se mélanger, ils apparaissaient comme des Français dégradés. Et de cette blessure, beaucoup de rapatriés vont garder une rage profonde envers les Algériens, les Arabes, les musulmans. Les accords d'Évian de 1962 prévoyaient que soit maintenue la libre circulation entre les deux pays. Eh bien, l'émigration de travailleurs algériens vers l'ancienne métropole sera massive. À la même période en France, les ouvriers, la classe moyenne, les néo-urbains qui sont installés dans les grands ensembles ne vont pas forcément s'y plaire. Pour eux, c'est un passage. Leur idéal, c'est plutôt le pavillon. Et puis, certains trouvent les grands ensembles mal insonorisés, froids, impersonnels, qui manquent de commerce. Donc, ils feront un passage et dès qu'ils pourront accéder à une maison individuelle, ils le feront massivement dans les années 70. C'est ce qui fait que ces grands ensembles vont paraître une solution pour loger les familles immigrées. Les blancs d'abord, bien sûr. C'est pourquoi il ne suffit pas de réfléchir les grands ensembles ou les quartiers pour comprendre la logique politique appliquée aux indigènes, puisque ces grands ensembles n'ont pas été construits pour les immigrés. Ils ont été pensés pour les ouvriers blancs, pour la classe moyenne, pour les ruraux exilés à la ville et qui venaient travailler dans les usines, puis pour les immigrés blancs et enfin pour les indigènes. En revanche, ce qui est construit spécifiquement pour les indigènes, ce sont les cités de transit construites pour reloger les habitants des bidonvilles. Je vous en parle dans un instant. Les années 60, on le sait, c'est un moment où la France a besoin massivement de main-d'œuvre, qu'elle fait venir du Maroc, des Antilles, de partout. Elle va même recruter sur place, carrément. Donc en 1964, la Sonacotra devient compétente pour accueillir toutes les nationalités. C'est pour ça qu'on y trouvera beaucoup d'Africains aussi. Pour préparer cette émission, j'ai voulu m'informer à partir de Google sur les Africains dans les foyers Sonacotra. Mais je n'ai pas pu faire cette recherche parce que les premiers résultats étaient tellement choquants que je n'ai pas pu aller plus loin. Une seule chose à dire, les Occidentaux sont des malades. En 1968, la France passe des accords avec plusieurs pays, et en particulier avec l'Algérie. Des accords qui imposent aux Algériens qui vivent en France un certificat de résidence lié au contrat de travail, même en contrat à durée déterminée. Ça faisait longtemps que la France voulait ça, conditionner la présence des Algériens à un contrat de travail.
parce que ça permet de faire dégager les chômeurs. Et à ce moment-là, ça arrange l'Algérie de récupérer ses forces vives. La première cité de transit est inaugurée en 1971. Là, on est complètement dans une politique spécifique aux indigènes. Ce sont des cités qui sont gérées par une association, la CETRAFA, dont les administrateurs sont nommés par l'État. L'idée, c'est d'adapter les indigènes qui passent du bidonville au logement classique. Dans la définition par l'administration, la cité de transit, c'est un ensemble d'habitations affectées au logement provisoire des familles, occupantes à titre précaire, dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion. Si là on n'est pas dans la novlangue politique de la ville, le principe de la novlangue, c'est que les intentions discriminatoires sont cachées derrière des mots de progrès, de bien-être, de promotion, etc. En soi, c'est complètement colonial. La colonisation, c'est détruire pour notre bien. Donc, ces populations ne sont plus des indésirables, ce sont des populations avec un besoin particulier. Elles sont défavorisées, exclues, inadaptées. 2, on les aide à s'insérer, à s'adapter et on aide à l'amélioration de la santé, de la vie culturelle, de l'emploi. En tant qu'habitat provisoire, la cité de transit est un héritage du bidonville. Ça rappelle aussi le baraquement qui était très répandu dans l'après-guerre. Mais ça rappelle surtout le recasement des indigènes en Algérie, qui étaient des cités musulmanes avec des normes de construction inférieures au HLM construit pour les Européens. Et ça s'est pratiqué dans l'Algérois, ça s'est pratiqué à Constantine aussi. Le côté action sociale n'est pas propre aux indigènes, on va le retrouver dans d'autres projets urbains précis avec, par exemple, imaginez des handicapés adultes qui prendraient leur premier appartement avec l'accompagnement des éducateurs. Mais pour les indigènes, le projet est complètement hygiéniste parce qu'il s'agit d'impliquer des associations qui vont nous apprendre à manger avec un fourchette et un couteau, c'est-à-dire aider les femmes à s'adapter à la vie moderne. Encore plus effarant, cet accompagnement socio-éducatif se pratiquait déjà dans le bidonville. Une action socio-éducative d'alphabétisation, de puériculture, d'enseignement ménager pour civiliser les barbares. Et il y avait aussi dans les cités transit une action d'entretien des parties communes, de médiation des conflits de voisinage, mais surtout de contrôle des allées et venues, et de pression sur les mauvais payeurs et de surveillance des habitants. On dirait exactement les régies de quartier. Et ce qu'ils faisaient, c'était des anciens officiers des affaires algériennes. Et pourquoi on les avait choisis ? Parce que leur présence, elle gênait les militants nationalistes. Ils étaient là pour les contrecarrer et aussi pour donner l'impression aux habitants des bidonvilles qu'ils faisaient partie de la société française. Donc tout comme De Gaulle a fait semblant de vouloir inclure les Français musulmans en 1958 pour contrer le FLN, cette illusion de l'inclusion, elle s'installe à cette période. Et les gens qui parfois ont derrière des années de répression ont pu être sensibles à ce discours, tomber dans le panneau et croire que la France, un jour, a eu la volonté de nous inclure. Ce qui est complètement faux. Il faut aussi savoir que dans ces cités, les gens ne sont pas locataires. Locataires, c'est pour les blancs des HLM. Dans l'association qui gère la cité de transit, on va trouver par exemple une assistante sociale qui avait exercé en Algérie ou un spécialiste de la gestion des populations coloniales, des anciens préfets, des représentants du patronat. Et tous réfléchissent des solutions temporaires. La cité de transit, c'est censé être un passage de 2 ans. Mais ça va durer plus longtemps et l'habitat va se dégrader très vite. Mais pour l'État, ça n'a aucune importance. Au contraire, si ça peut dissuader les gens de rester, c'est une bonne chose puisque les concepteurs de la cité de transit, eux, ils étaient pour l'arrêt de l'immigration algérienne. Et finalement, l'action sociale sera délaissée au profit de l'action des gérants. C'est-à-dire que toute la dimension action sociale, c'est du verbiage qui est là pour masquer que la priorité, c'est l'action de contrôle, de surveillance et de répression. D'ailleurs, que fait l'État quand il a un problème indigène et aucune volonté de le résoudre ? Il envoie la police. Donc, dans les cités de transit aussi, la police est très présente. Ces cités vont quand même aider à résorber les bidonvilles. On va trouver en Île-de-France, évidemment d'abord des Algériens en majorité, puis des Marocains, des Espagnols, des Portugais, des Yougoslaves. En province, c'est plutôt des Français qu'on trouve dans ces cités de transit. Et un rapport va, dans les années 60, évaluer la capacité d'intégration des familles à partir évidemment de considérations ethniques. C'est-à-dire répondre à la question « Qui sont les plus adaptés pour partir en HLM ?»
Et sans surprise, les blancs sont les plus adaptés pour partir en HLM. Les autres parfois restent pour économiser de quoi rentrer au pays, ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir. Et dans le regard de la société, au milieu des années 60, ces cités sont assimilées à la mafia, à Chicago, à la zone, au bas-fond, au sauvage. Ce n'est vraiment qu'au début des années 80 qu'elles seront vraiment démantelées après la mort d'un jeune. Un jeune habitant les cités transit déclare à l'époque « On a vite compris qu'on nous avait mis là pour nous séparer des Français. D'un côté, on a un terrain vague, de l'autre, une usine de papier derrière la Seine et devant une caserne de CRS. Les Français osent pas venir chez nous, ils ont peur et ils appellent notre cité Alger-la-Blanche. » Les rares chercheurs qui ont travaillé sur les cités de transit considèrent que ça fait partie des dispositifs qui ont été pensés pour les Français musulmans d'Algérie, qui ensuite ont été étendus aux autres étrangers et ensuite dans leur systématisation qui ont concerné d'autres populations considérées comme inadaptées. 1972, c'est l'année où arrivent les boat people qui fuient le Vietnam. 1973, le président Boum Dien stoppe l'émigration algérienne. Il veut que les Algériens participent à la construction de l'Algérie nouvelle, l'Algérie socialiste qui nous a fait tant rêver. Il a engagé des politiques agraires et industrielles ambitieuses et il veut surtout protéger les Algériens qui, pendant les années 70, sont les cibles d'actes haineux, des crimes racistes, des attentats. Il y a une violence spécifique qui cible les Algériens. Et côté algérien, le choix de ceux qui restent vivre en France, c'est pas considéré comme une trahison, mais il y a quand même un élan nationaliste qui voit d'un mauvais œil le fait d'aller vivre chez les Français ou de rester vivre chez les Français. Un an avant, les circulaires Marcellin-Fontanet avaient lié l'attribution de la carte de séjour à la possession d'un titre de travail et d'un logement décent. Vous voyez comme ça réduit les chances de pouvoir venir séjourner. Les procédures de régularisation avaient été aussi stoppées. La même année, 4 énarques, qui ont d'ailleurs toujours voulu rester anonymes, ont créé le GISTI. Et le GISTI a tenu sa première permanence à la CIMAD et a œuvré dès cette période à faire échec à toutes les mesures gouvernementales qui essayaient de réduire l'immigration. Et quand Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en 1974, il ferme les frontières aux migrations de travail parce que c'est le début du chômage de masse. Et donc les Algériens et Algériennes désormais ne peuvent plus aller et venir. C'est l'ouverture de la décennie de l'installation où la majorité des entrées relèvent du regroupement familial. Mais c'est vraiment, véritablement, ce moment-là qui est un tournant. À partir de là, la France va gérer une population qui reste. Et on verra lors d'un prochain épisode ce que ça change. Puis en 1976, il est décidé par décret de ne pas renouveler les cartes de séjour des étrangers sans ressources ou qui ont quitté le territoire depuis plus de 6 mois. Le GISTI arrive en 1978 à faire annuler les dispositions d'un décret imposé de s'engager à ne pas travailler pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. La même année, le million Stoléru, c'était 10 000 francs, essaie d'inciter les retours au pays. Et en 1980, c'est la loi Bonnet qui durcit considérablement les conditions d'entrée sur le territoire français et prévoit l'expulsion des étrangers qui sont entrés sur le territoire sans autorisation. En résumé, la France n'a plus besoin de vous, dégagez. Et pour ceux qui restent, retenons que hier, nous étions exclus de la société blanche pour des raisons raciales. Notre dangerosité justifiait qu'on relève de dispositifs d'exception. Désormais, avec l'action sociale, c'est parce qu'on est inadapté qu'on est exclu de la société française. Et notre inadaptation justifie qu'on relève toujours de dispositifs d'exception. Et ça, c'est tout à fait en amont. C'est la politique d'État vis-à-vis des non-blancs. On a beau jeu de pleurer en bout de chaîne qu'ils ne nous traitent pas pareil, il n'a jamais été prévu qu'on soit traité pareil. Le traitement policier découle de ça, l'inégalité scolaire en découle, les choix en matière de santé, d'urbanisme, d'infrastructure, de justice, tout en découle. Ça veut dire que tout ce qui en découle est faux à la base. Or, dès lors que l'on accepte quoi que ce soit qui repose sur cette base fausse, on est dans le faux. Ou plutôt, on accepte qu'il y ait une logique pour les blancs et une logique pour les non-blancs. Donc traquer le 2 poids 2 mesures, où qu'il se pratique, est d'abord à la racine des politiques. Ça, c'est vraiment la solution. Tout le reste, ça revient à écoper dans un navire à la coque percée en répétant constamment « l'eau rentre, l'eau rentre ». On peut occuper une vie entière à constater les effets, ou bien on remonte à la racine et on déchouque ces politiques d'exception. Radical, ça veut dire arracher les choses à la racine. J'espère que vous avez passé un moment constructif.
Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser et sur Twitter à Décoloniser1. Pour vous abonner, Décoloniser est présent sur les plateformes Anchor, SoundCloud, Spotify et YouTube.